Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les sentiers du réel. Oui, 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 vous ne rêvez pas, on va parler encore une fois de Rennes-le-Château, mais cette fois-ci, vous l'avez vu dans le titre, qui a tué Antoine Gélis? Qui a tué le fameux prêtre Antoine Gélis, le prêtre de Custossa? D'ailleurs, je suis à Custossa, hein, vous le voyez ici dans le décor, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Alors, ne vous inquiétez pas, on va pas parler de toute l'affaire de Rennes-le-Château, parce que sinon, je pense que les aficionados de ce pan de l'histoire quand même important qui continue d'ailleurs à faire couler de l'encre, je crois que vous l'avez compris, ça va plutôt vous gonfler. Donc on va vous proposer gentiment aux personnes qui ne connaissent pas l'histoire d'aller voir les émissions qu'on a déjà faites sur la chaîne ou éventuellement bah, sur d'autres chaînes, parce que de toute façon, voilà, la Bessonnière et son trésor, on connaît un petit peu la chanson, tout ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on en avait déjà aussi parlé. Mais aujourd'hui, on va parler d'Antoine Gélis. Cela dit, il est important quand même de notifier que Béranger Saunière, son frère Alfred Saunière, Henri Boudet, qui était donc prêtre à Rennes-les-Bains, ont aussi quand même leur part d'histoire dans tout ça, parce que pour résumer l'affaire, c'est que Antoine Gélis s'est fait assassiner. Oui, oui, oui. D'ailleurs, dans le Da Vinci Code, dans le film ou dans le livre, vous l'avez certainement vu, le prêtre qui se fait assassiner, ce n'est pas Gélis, mais Béranger Saunière. Donc enfin, là, ils ont Non, inversé. C'est C'est Jacques Jacques Saunière. Saunière, exactement, Jacques. Et ça tombe bien parce que je suis avec Jacques Lefranc, que vous avez déjà vu dans deux émissions, avec une avec Chris Darkis, sur le livre qu'ils ont coécrit ensemble, L'Arc de Roselyne, mon cher Jacques, avec le rapport entre le tarot de Marseille, bien entendu, et l'affaire justement de Rennes-le-Château, très intéressant. Et aussi, tout récemment, enfin plus récemment pour moi, en tout cas pour nous, qui tournons cette émission. Donc, tu as aussi proposé ben, le sujet du tarot et toutes tes recherches que tu as fait pendant plus de 40 ans. Mon cher Jacques, je mettrai de toute façon tout ça en description comme d'habitude. Et maintenant, Jacques, je te laisse aussi surtout introduire le sujet d'aujourd'hui. Voilà. En gros, c'était un petit sujet en aparté hein, de l'affaire Rennes-le-Château. Pour moi, c'est un sujet en aparté, puisque je me suis basé sur l'histoire du tarot de Marseille, les symbolismes du tarot de Marseille, pour expliquer quelque chose qui est dans le tarot de Marseille et qui a un rapport très étroit avec l'affaire Rennes-le-Château. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire Rennes-le-Château en elle-même. C'est ça. Donc, pour moi, la BGLIS m'intéresse que comme ça. Et parce que parce que ça fait partie quand même de l'affaire. Il Tout à fait. faut comprendre qu'il y avait trois abbés à l'époque. Il y avait l'abbé Gélis, qui était un petit peu en retrait, on va dire, dans cette affaire, l'abbé Saunière, l'abbé Béranger Saunière et l'abbé Boudet. Voilà, donc l'abbé Boudet et l'abbé Saunière étaient assez proches, hein, on peut l'imaginer, puisqu'ils ont participé à la construction du domaine de l'abbé Saunière, enfin surtout de la rénovation de son église déjà dans un premier temps. Et l'abbé Gélis, bon, bah, il était là, voilà, il n'est pas intervenu, d'après ce que je sais, dans cette histoire. Sauf que l'abbé Gélis meurt assassiné. Mhm. Et d'après ce que me disait Christina, enfin Chris Darkis, les deux abbés, Gélis et Boudet Béranger. et Béranger Saunière ne se seraient plus vus après, ou Oui. beaucoup moins, ou plus du tout. Enfin bon, je sais pas, il y aurait eu une brouille entre les deux, je sais pas. Donc ça nous donne un premier indice déjà important. On n'a jamais retrouvé, on n'aurait jamais retrouvé, on aurait, je mets au conditionnel parce que vous allez comprendre, on n'aurait jamais retrouvé le meurtrier de l'abbé Gélis. Il aurait été retrouvé dans une mare de sang, dans sa cure. Sa cure était fermée, c'était un coffre-fort, sa cure. Jamais personne n'aurait pu rentrer sans le consentement de Gélis, qui aurait ouvert par lui-même une porte ou voilà. Bon, c'est un appartement, c'est pas un appartement qui était situé au 15e étage, hein, c'était une petite maison de plein pied, mais portes et fenêtres étaient condamnées. C'était un gars, il était assez paranoïaque. Oui, pardon, Voilà, excuse-moi. paranoïaque, c'est ça. Il était surtout paranoïaque, c'est ça que je voulais dire. Et donc, il n'ouvrait qu'à des personnes qui connaissaient. Donc, très important comme détail. Voilà. Voilà. En plus, les enquêteurs ont retrouvé dans sa maison des caches avec des pièces d'or et il était riche, hein, c'était un gars qui pourtant ne touchait officiellement que sa pension de curé, mais il était assez riche, c'était un usurier, il prêtait, enfin bon, c'était un peu un grippe-sous, hein, un peu un pique-sous, on dirait aujourd'hui, un grippe-sous, oui, voilà. Et personne n'a jamais compris comment il a été assassiné. Parce qu'il a été retrouvé dans une mare de sang, dans la position du gisant, c'est important, on y reviendra,
Position du gisant, donc c'est qu'il est, donc on peut supposer que ce sont des hommes d'église qui, bon, qui l'ont d'abord assassiné et ensuite mis dans cette position du gisant. Voilà, donc on a supposé sans jamais avoir pu le prouver, qu'il y avait un souterrain qui partait de sa cure pour aller quelque part et on ne sait pas où. Voilà. Donc, il y a deux mystères en fait en un, à savoir, premièrement, le souterrain qui aurait permis à ces agresseurs de rentrer, ou alors, et la deuxième, c'est bah, qui a tué, Euh, bien sûr. En plus, Mais il s'est pas fait voler son or en plus, hein, donc et voilà, donc l'or a été retrouvé intact, rien n'a été volé. Ils ont retrouvé un papier avec de cigarettes avec marqué Viva Angelina dessus. Voilà, ça n'interviendra pas dans mon petit truc, mais enfin bon, ça a été retrouvé. C'est le seul indice qu'on ait. Il n'y a pas d'indice de pas qui aurait marché ou qui aurait laissé des empreintes dans le sang. Il y avait deux verres de calva, je crois, deux, trois verres, ou des verres qui avaient été sortis pour un apéritif. Donc apparemment, la conversation a commencé de façon fort civile, apparemment, au moins dans l'apparence, on va dire, et on n'en sait pas plus. Voilà. Ben là, je crois que vous. Alors, les journaux ont beaucoup parlé de cette affaire, bien sûr. Et comme les écrivains de cette époque étaient un petit peu mis dans la confidence, hein, on se souvient de euh, Jules Verne initié ou initiateur, enfin bon, donc c'est de Lamy, Monsieur Lamy, je crois, qui est que j'aime beaucoup comme écrivain. Et on pense que, on peut penser que Maurice Leblanc, qui a écrit Arsène Lupin et qui vivait à cette époque-là, et qui était un très bon écrivain français, avec un bon style, facile, c'est un écrivain populaire, dans le bon sens du terme, et on peut penser qu'il connaissait certaines choses. Et dans son roman Arsène Lupin, il parle de deux roses, il parle de choses qui font écho avec ce qu'on a trouvé avec Chris Darkis dans l'Arc de Roseline. Voilà, donc j'en parlerai pas beaucoup ici parce que c'est pas le sujet. Je vous parlerai simplement d'un chapitre du livre d'Arsène Lupin, écrit par Maurice Leblanc, Herlock Sholmès arrive, donc, qui est à la fin des aventures d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, donc le gentleman cambrioleur, se fait passer pour Monsieur Velmont, riche amateur de tableaux. Et à ce titre-là, c'est à ce titre-là qu'il est invité dans une propriété, la propriété de Thibermesnil. Alors, je vais vous lire parce que je voudrais pas, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que c'est une lecture. Ne vous offusquez pas. Et bon, voilà. Donc, notre Arsène Lupin, alias Monsieur Velmont, un grand amateur de tableaux, est invité donc dans une réunion de gens très bien, et il se fait inviter sous une fausse identité chez un riche propriétaire d'un château. Et ce château, c'est le château de Thibermesnil. Celui-ci est composé d'une tour, entourée d'un fossé, destiné à être empli d'eau, comme on faisait à l'époque pour se défendre. Une seule entrée, facile à garder, permet l'accès à cette petite forteresse. Lors d'une soirée, le propriétaire réunit notre héros, donc Monsieur Velmont, en réalité Arsène Lupin, un abbé Gélis, et c'est là où c'est intéressant, parce que l'abbé Gélis, là, est un... Comment on appelle ça? C'est un, c'est un personnage de l'histoire. Abbé Gélis vivant, donc. Or, l'abbé Gélis avait déjà été assassiné quand ce livre est paru. Donc, l'abbé Gélis et d'autres personnages secondaires. Le propriétaire dévoile le fait que deux livres ont été volés, dans lesquels se trouvait, à condition d'être réunis, la position d'un souterrain reliant la pièce où se trouvent les convives à quelque part dans la campagne. Bien entendu, il ne fait aucun doute que ces vols sont l'œuvre d'Arsène Lupin, les vols des plans, évidemment. Donc tout le monde s'attend à ce qu'il cambriole cette nuit même le château.
Évidemment, puisque si Arsène Lupin a les deux plans, il connaît la position du souterrain et il va en profiter pour venir cambrioler ce château qui regorge de richesses de ce propriétaire qui est un amateur de belles choses. Mais Arsène Lupin, donc Monsieur Velmont, se fait raccompagner en dehors du château en fin de soirée. Et tout le monde va se coucher. Tout le monde a bien rigolé. Et à 3 heures pile, un pan de mur s'ouvre dans la pièce, où quelques heures plus tôt, l'ambiance était à la conversation de salon. Arsène Lupin fait irruption dans la tour. Il organise le déménagement des meubles avec toute son équipe, bijoux et autres objets précieux. Mais au moment de quitter les lieux, en dernier, une femme très belle fait son apparition. Par le plus grand des hasards, il s'agit de Nelly. Cette jolie dame fait se sentir très mal à l'aise Arsène Lupin, parce que il la connaît, qui finit par promettre à celle dont il était tombé amoureux auparavant qu'à 3 heures, tout ce qu'il a pris réapparaîtrait et que tout sera remis en ordre. Le lendemain matin, le cambriolage est constaté, personne ne comprend ce qui s'est passé, et Arsène se présente en fin de matinée. Nelly, qui est arrivé le soir, oui, parce que je ne vous ai pas dit, il y a des invités qui devaient venir le soir après que l'on ait raccompagné Monsieur Velmont, Arsène Lupin, en dehors du château. La belle Nelly et d'autres sont arrivés, des invités surprises. Voilà. Donc, Arsène Lupin ne s'attendait pas à voir cette jolie jeune femme. Mais donc, Arsène Lupin arrive le lendemain matin, tout a été vidé, Nelly ne le dénonce pas, mais elle attend. Et à 3 heures pile, 2 fourgons de l'armée ramènent le butin dérobé la nuit même. Sur ordre, le bel Arsène Nelly disparaît. Il sait qu'Herlock Holmes doit bientôt arriver. Le fameux détective britannique survient effectivement quelques instants plus tard et découvre, lui, le souterrain qu'ils empruntent pour déboucher dans une vieille chapelle, là où se trouve le gisant du duc Rollon. Le duc Rollon dit le marcheur. Voilà. Là, ça, c'est la trame de l'histoire. Maintenant, revenons sur des éléments du récit dont nous n'avons pas encore fait mention et qui vont nous permettre de comprendre le fin mot de toute cette histoire. Nous savons depuis l'apparition du livre Jules Verne, initié ou initiateur, j'en ai parlé, que l'affaire Rennes-le-Château intéressait les initiés de cette époque. Et Maurice Leblanc faisait de toute évidence partie du lot de ces initiés en question. Un autre livre concerne également Maurice Leblanc, mais j'avoue, je ne l'ai pas lu. Mais revenons à notre histoire. Nous appliquerons au récit le principe d'inversion, c'est-à-dire que nous allons faire quelques découvertes surprenantes avec ça. Cela consiste à prendre un ou plusieurs éléments du récit et à lui faire dire un contraire, non pas forcément le contraire, parce qu'il y en a plusieurs possibles, des contraires, de ce qui est écrit, pour obtenir un élément du réel. Pour commencer, nous n'aurons pas besoin d'inventer grand-chose, d'inverser, pardon, grand-chose. Il s'agit bien ici du souterrain qui a permis au meurtrier d'accéder à la cure de l'abbé Gélis. Alors là, on parle de la véritable histoire. La seule inversion à faire alors est de considérer l'abbé Gélis vivant dans le récit comme mort dans la réalité, évidemment. Cette inversion permet déjà de commencer à faire le lien entre le roman et la réalité. Les noms apportent aussi quelques indications précieuses parfois. Prenez le nom du château du roman, Tiberménil. Ménil est tiré du latin qui signifie maison. Tiber, c'est le nom du Tibre, le fleuve traversant Rome. Nous savons que la Serra, la Serre en français, est l'ancien nom du Tibre. Et il existe en contrebas du village de Custosa, là où résidait le véritable abbé Gélis, une petite rivière, la Sals, qui passe en amont par le village de Serre, anciennement nommé Praepositus de Serris. En latin, ça veut dire en amont de la Serre. Ce village joue un rôle important dans l'affaire de Rennes-le-Château, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Tiberménil fait donc référence à une maison en bordure de la Sals. Effectivement, une scierie est bien là, en contrebas du village de Custosa. Elle tirait son énergie du moulin à eau. Ça, c'était autrefois. Maintenant, le moulin à eau a, paraît-il, disparu. Et je pense qu'il fonctionne à l'électricité. Hein. Si on tire un trait sur une carte en partant de la cure de l'abbé assassiné, et là, on peut passer
la petite photo vue par satellite que j'ai trouvée sur Internet. Et c'est moi qui ai tiré le trait, hein. Et si on le fait passer par cette série, on voit qu'il y a un bâtiment en bordure de la Salse, là où il y a le point jaune. Alors on finit par aboutir, en prolongeant ce trait, au village de Rennes-le-Château. Et plus précisément, sur le souterrain d'un château en bon état, le fait passer sous une pièce d'eau stagnante, hein, les dire à une chapelle en mauvais état, contenant un gisant, celui d'un géant costaud. Le duc Rollon dit qu'il était tellement costaud qu'il devait marcher à côté de son cheval parce que les chevaux ne supportaient pas son poids. Et c'était une bête, on va dire. Inversons les choses de ce récit pour retrouver le réel. Partons d'un château en mauvais état, celui de Rennes-le-Château, donc. Passons sous un cours d'eau, différent donc de l'eau stagnante, c'est bien un cours d'eau, et nous aboutissons à un endroit en parfait état, appartenant à l'église, à savoir la cure de l'abbé Gélis. Pour de vrai, cette fois-ci, parce que la cure de l'abbé Gélis était tout à fait habitable. Où l'on retrouve cette fois-ci le cadavre de l'abbé en position du gisant. Ce dernier n'était évidemment pas un athlète, très loin s'en faut, au contraire du duc Rollon, voilà, qui lui donc a véritablement existé. Voilà, nous savons maintenant l'endroit à partir duquel le ou les meurtriers ont emprunté un souterrain, donc pour venir assassiner l'abbé. Bien, mais vous allez vous dire, oui, mais Jacques Lefranc, il est très gentil, mais enfin, c'est pas tellement étayé son truc là. Alors, ben, pour confirmer cette idée que je vous ai exposée, c'est une théorie, hein, bien sûr, on est dans le domaine de la théorie, hein, d'accord? C'est pas, j'ai pas de preuve de rien, moi. Mais bon, je pense ça, sincèrement que ce que je dis, c'est bon. Et je vais vous lire une phrase du livre de Maurice Leblanc, donc d'Arsène Lupin. Oh, c'est pas une phrase qui va être très longue, hein. Faut que je la retrouve déjà, voilà. Et vous me direz si vous avez compris quelque chose. Le plan de la Bibliothèque nationale, enfin bon, ça c'est dans le plan qui a été dérobé par Arsène Lupin, on est bien d'accord. Donc c'est un plan imaginaire. Montre, donc en ce qui concerne le château de Thibermesnil du roman. Ce plan montre d'ailleurs une suite de 4 escaliers comportant 48 marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de 10 mètres, et l'échelle annexée à l'autre plan fixe la distance à 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Est-ce que tu as compris quelque chose? Moi non plus. Or, il est bien là le mystère, si tu veux. Tout le problème est ici. C'est que Maurice Leblanc décidément, est un auteur qui est très précis, qui dit les choses de façon simple D'accord, oui, oui. et très, très, très compréhensible. Enfin, c'est facile à lire. Et là, moi, j'ai heurté donc cette phrase à laquelle, ben, qui n'est pas tellement compréhensible, elle cache quelque chose. Quand il parle de et l'échelle annexée à l'autre plan fixe la distance à 200 mètres. Bah, moi, je me suis dit 200 mètres à partir du château de Custossa. J'ai regardé sur le plan. Or, la cure de la Belgélie, c'est à peu près à 100 mètres du château. Bon, ça va pas être ça. Rennes-le-Château, c'est à beaucoup plus que 200 mètres. D'ailleurs, vous le voyez la distance sur votre écran. Donc, c'est pas ça. Et puis j'ai regardé les hauteurs, les altitudes, comme ça, mais vraiment. Et là, j'ai trouvé 508 mètres et 308 mètres. Ou alors il y a d'autres façons, ou alors c'est 505 mètres et 306 mètres. Ça dépend des logiciels, ça dépend De la cartographie, etc. Ouais. de la cartographie, voilà. Mais il y a toujours 200 mètres d'écart. Bon, je vous relis maintenant la phrase et vous allez comprendre avec ce que je viens de vous dire. Le plan, nanana, montre d'ailleurs une suite de 4 escaliers comportant 48 marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de 10 mètres. Et l'échelle, comprenez l'échelle en hauteur, annexée à l'autre plan, comprenez le plan de la réalité, fixe la distance à 200 mètres. Et oui, c'est une distance de profondeur. Et c'est bien 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici, effectivement. Entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Là il dit ça parce qu'il faut bien meubler. Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir, etc.
Et il n'en a aucun indice? Aucun. L'abbé Gélis objecta. Monsieur Deval, nous devons faire état de deux citations, etc., etc., et on va en parler. Bien. Donc, bon, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, on a déjà 200 mètres. 200 mètres, ben, pour moi, c'est pas n'importe quoi, et ça fixe bien les choses. Voilà. Ensuite, nous pouvons aller plus loin encore. En effet, c'est bien à 3 heures que le mur et la tour du château du roman s'ouvrent. Et oui, rappelle-toi, c'est toujours à 3 heures du matin, ou alors c'est à 3 heures que comment on appelle ça, les choses refont surface, le trésor refait surface, à 3 heures de l'après-midi. Enfin, ce 3 heures est cité 8 fois en quelques 30 pages. Autant de répétitions chez un auteur de talent ne peut qu'intriguer, à moins de les considérer comme signifiants. À 3 heures sur une carte, ça signifie une direction plein est, par analogie à un cadran de montre. Il, il peut aussi s'agir d'une direction relative à la porte d'entrée du rez-de-chaussée de la véritable tour du château de Rennes-le-Château. C'est-à-dire tu rentres à 3 heures, ça veut dire à ta droite. Mais sur un plan, à 3 heures, ça veut dire à la droite du plan, c'est-à-dire à l'est. Nous pouvons maintenant émettre l'hypothèse que l'entrée du souterrain en question se situe soit à l'est de la tour du château, soit à droite en entrant par la porte en donnant accès à la tour. Avis aux chercheurs ou aux spéologues amateurs voilà. Maintenant, Johann Nedjakovic, tu sais, de la Gazette de Rennes-le-Château, excuse-moi pour la prononciation du nom, hein. Il présente une vidéo dans laquelle quelqu'un est effectivement parvenu à localiser un souterrain au pied du château de Rennes-le-Château. J'ai vu ce documentaire et après avoir compris ce que je viens de vous dire, eh bien, ça m'a conforté un petit peu dans mon hypothèse. Je me suis dit, tiens, j'ai peut-être raison. L'autre mystère concernant le meurtre de l'abbé de Custossa, maintenant, c'est l'identité du ou des meurtriers. Alors là, et là, dans le roman, c'est l'abbé Gélis lui-même, le personnage, évidemment, qui va nous donner les éléments et qui va nous décrire les éléments. Bien entendu, ce n'est pas écrit de façon aussi limpide, en effet. Il est dit qu'autrefois, deux rois ont séjourné dans le château de Tibère-Ménil, Henri IV et Louis XVI. Et comme il est précisé dans le roman, ce ne sont effectivement pas les premiers venus. Et pour cause, puisque dans la réalité, les deux rois ont un point commun, celui d'avoir été assassinés. Le premier, Henri IV, est venu pour rencontrer secrètement la plus jolie fille de la région, qui a, elle, emprunté le souterrain. Puis le second, Louis XVI, pour le second, pardon, Louis XVI, on sait seulement qu'il y a séjourné quelque temps. Voilà, on ne sait pas, c'est précisé dans le roman, s'il a eu une aventure amoureuse, comme son prédécesseur. Bien, on va inverser maintenant, comme on a fait tout à l'heure, certains éléments du récit, et cela donne le résultat suivant. Deux royalistes, puisque ce pas des rois, on va dire c'est quand même quelque chose qui est en rapport, mais on va mettre les choses à l'autre bout de l'échelle, donc c'est le cas de le dire, deux royalistes ont pénétré dans le souterrain pour un rendez-vous non plus d'amour, mais de haine ou meurtrier. Pour le premier, c'est avéré, c'est ce qui est dit dans le roman. Pour le second, on ne sait pas s'il a tué ou pas, ça veut dire. Autrement dit, dans le réel, on pense aux deux frères Saunière, évidemment, puisque partant de Rennes, le château, c'est normal que ce soit eux, on va dire. C'est eux les principaux suspects, on va dire, voilà. Pour l'abbé, pour l'aîné, pardon, la chose semble entendue, Alfred. Pour le cadet Béranger, là, le doute reste permis. C'est pour ça on en parlait en off, et c'est pour ça que je disais que Béranger Saunière, c'est pas du tout évident qu'il ait participé physiquement au meurtre. Ça, c'est pour le sordide. Parce que personnellement, cette histoire me fait de la peine. Ouais. Parce que pour écrire notre livre avec Chris Darkis, Saunière, qui a passé sa vie à tenter de laisser un message par idéalisme, par foi et par amour du Christ, tout autant que par amour de la vie terrestre, il faut le dire aussi. Mais personnellement, je suis quand même enclin à penser qu'il est innocent. Moi, voilà. Béranger Saunière, pour moi, euh, c'est quelqu'un qui était pénétré d'une foi et d'un message à faire passer qui le transcendait vraiment. Bien entendu, tout cela n'est que mon idée, hein, c'est mon hypothèse. L'avenir nous en dira plus peut-être sur ce passé bien intrigant. Voilà. Alors,
Maintenant, dire qu'il n'y a pas eu de traces et tout ça, dire qu'il a été protégé, c'est possible, hein, parce que un scandale aurait peut-être un scandale supplémentaire. Et puis Béranger Saunière a peut-être eu des protections aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais retrouvé c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais retrouvé d'indice, soi-disant. En plus, l'enquête, je crois qu'elle a été quand même relativement bâclée à l'époque. Ouais, ils ont arrêté quelqu'un de la famille, puis ils l'ont relâché parce que visiblement ça pouvait pas être lui. Enfin bon, bref. En conclusion, voilà. Donc je dirais qu'on retrouve plusieurs éléments évoquant ce dont on a parlé dans notre livre L'Arc de Roselyne, mais c'est pas le véritable objet de la vidéo. Sinon, mais quand même, on va citer deux roses dont les pétales semblent des reliques. Ça, c'est dans le livre. Une odeur de rose, il parle à un moment. Et là, on pense à l'histoire de Sainte Roseline. Nelly, le nom de la jeune fille qui intervient, pour ça que je l'ai quand même cité, bah, c'est un prénom anglais. Et c'est le diminutif d'Hélène, qui signifie trait de lumière. Un trait de lumière, ça fait penser au gnomon, tu sais, du solstice, et dans le solstice d'été de l'église Saint-Sulpice. Mais Nelly, c'est aussi un prénom anglais, donc. Et par inversion, cette charmante jeune fille se transforme en sorcière. Greenwich, Greenwich, le méridien anglais, qui a effacé nos deux roses lignes, qui ne sont plus que des reliques. Voilà. Voilà, bon là c'est un petit peu. Voilà, bon. Voilà, je vais pas plus loin, on va dire ça comme ça. C'est intéressant. Toi, tu aurais éventuellement comment, une hypothèse pour toi personnelle sur la personne qui aurait tué Anton Gélis éventuellement, ou Ben voilà, donc eh ben, apparemment c'est le frère aîné des Saunières. ce serait le frère aîné pour toi, ouais. Voilà, Alfred. d'après ce truc, quoi, parce que il y a aucune raison qu'un abbé Gélis se fasse partie d'un roman d'Arsène Lupin avec deux roses. Et oui, en plus après on a comment ça s'appelle le grand rival d'Arsène Lupin du français, c'est un Anglais, comme par hasard. C'est Sherlock Holmes. Oui, en Voilà. plus, c'est l'inversion, en plus, oui, oui. Bon. Voilà, donc, voilà. Bon, il a inversé Sherlock Holmes parce que paraît-il qu'il pouvait pas mettre. Oui, il a inversé Sherlock Holmes parce qu'il pouvait pas mettre Sherlock Holmes. Parce que s'il avait mis Sherlock Holmes, l'autre lui faisait un procès. Ben oui, ça lui appartenait pas, ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, il a mis Sherlock Holmes. Ouais, mais Mais donc bon, c'était. Ah ouais, mais c'est quand même un indicateur aussi qui mettait des inversions également. voilà. Mais celle-là, en plus, il a été obligé de la faire. Donc, Oui, là, oui, juridiquement, il était obligé. Oui, voilà, c'est juridiquement, il ça. était obligé de la faire. Bon, ça l'a Ouais, pas gêné beaucoup, hein. non. Ça l'a pas gêné beaucoup. Voilà. Ben, c'est très intéressant, Jacques. C'est très, très, très intéressant. Franchement, je suis content que tu es venu en parler parce que moi, ça fait longtemps que je. Mine de rien, c'est vrai que on n'en parle pas souvent hein, de cette affaire. Disons qu'on l'évince, les Voilà. chercheurs de Rennes-le-Château évincent rapidement cet épisode qui pourtant est Alors, intéressant, comme oui. dans une enquête, tout est intéressant, je le répète à chaque fois. Et là, franchement, je suis content d'avoir, eh bien, oui, Bon, une c'est autre qu'un vision. avis, hein, c'est pas, j'ai pas, là, pour Oui, le coup, c'est qu'un non. avis, hein, on est bien Oui, bien, d'accord, hein. bien, bien entendu. Mais ça donne un coup de fraîcheur, oserais-je dire, malgré que l'histoire est assez moisie, assez ancienne. Assez, assez Mais glauque aussi. assez glauque aussi, mais oui, non, mais ça donne quand même eh bien, écoute, pourquoi pas un autre angle de vue que qu'on ne peut avoir, puisque on n'a déjà pas beaucoup d'éléments, donc voilà, donc Oui, bon, vraiment, c'est pour c'est très très l'anecdote. intéressant. Ça reste pour l'anecdote. Alors, voilà, donc je pense que les enquêteurs ont bien dû trouver quelques indices, mais je te dis, les abbés, bon, bah, ils étaient honorablement connus, et puis peut-être que l'abbé Gélis voulait faire chanter, peut-être s'ils l'ont tué, on voit pas le motif là tout de suite là. On parle pas du motif. Alfred, je crois qu'il est décédé avant son frère, hein, Oui, oui, mais pourquoi est-ce qu'il a été tué? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Sans doute parce qu'il le faisait chanter, parce Oui, Antoine Gélis, toi, tu que, parles, mais moi je parle d'Alfred Saunière, et lui, il est quand même décédé avant que Béranger ne passe de l'autre côté, je crois. Il me semble qu'il est mort avant. Enfin bref, ça oh, c'est un oui. détail, mais il y a Bon, quand même beaucoup de morts il y a quand même beaucoup de morts dans cette bah, affaire. il aurait sombré dans l'alcoolisme, d'après ce que Oui, j'ai c'est ça, voilà, compris. c'est ça. Mais Ouais. bon. Bah donc pourquoi? Peut-être parce qu'il devait garder ce secret aussi. D'ailleurs, Béranger aussi est mort d'avoir gardé un secret pour lui. Hein. Oui, mais ça, on s'en doute. Voilà. Donc Alors que l'abbé Gélis, ouais. mais je pense que
Pour moi, c'est à partir du moment où c'était un usurier et quelqu'un qui aimait Hmm. uniquement l'or et l'argent, on va dire, bon, bah, il a peut-être été un peu trop gourmand, et puis En tout cas, voilà. c'est pas un Ah, crime, c'est comment pas est-ce qu'on dit? crapuleux. C'est pas crapuleux, c'est vraiment rendre des comptes, quoi. On lui a rendu vraiment un compte, on lui a fait vraiment payer sa monnaie de la pièce, comme on Oui, ou dit. alors on l'a fait taire. On l'a fait taire aussi, parce que je crois que j'ai l'impression qu'il voulait peut-être balancer des choses, mais bon, bref, ça on Voilà. ne le sait pas. Il n'y a que lui qui Ou alors il voulait une part du gâteau, peut-être qui était un peu trop grosse, je sais. Oui, On peut, oui, on peut oui, imaginer. oui, oui. Mais on ne peut qu'imaginer, hein, je veux dire. C'est ça, oui. Moi, voilà, je sais pas. Mais ça fait partie, je trouve que ça fait partie aussi de l'histoire de Rennes le Château en gros, hein, et tout ce qui l'entoure, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est justement encore cette part oui, de rêve, d'imagination, bah, c'est excitant, quoi. Je veux dire, on est comme des enfants, et je crois qu'il faut garder aussi ça un petit peu à l'esprit, bah, qu'on en parle toujours. D'ailleurs, la preuve, on est quoi là, en 24, bah oui, plus de 100 ans, mon Dieu, après. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Et en plus, c'est une affaire quand même qui est relativement reprise par des plus jeunes. Voilà, avec Christophe que j'ai reçu récemment. Et donc voilà, c'était vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, Jacques, grand merci d'avoir partagé, franchement, un pan d'histoire de Rennes Château très important qui pour le coup bah, peut-être fera émule, si encore une fois des gens veulent un peu se plonger, mais ça devient très très compliqué, puisque naturellement toutes les preuves ont disparu. Euh, et c'est ce qu'on discutait aussi avec, dans l'émission qu'on a fait spéciale avec Chris, Stéphane et Christophe, c'est que on a évoqué rapidement que bah, c'était pas possible dans un village comme ça. Alors comme tu as très bien dit, s'il y a une cache qui était juste en dessous du bâtiment, ben, quoi de mieux que de passer de manière souterraine pour ne pas être vu. Mais bon, tu sais bien que dans ces villages-là, tout pouvait se savoir très rapidement. Voilà, il n'y a pas non plus 1000 habitants, quoi. Je veux dire, c'était... Mais en Oui, tout cas, c'était bien organisé. et puis je pense qu'un souterrain, Hmm. de toute façon, tous les châteaux possédaient des souterrains à cette époque-là, plus ou moins, en cas de problème. Donc, il fallait sortir discrètement. Le fameux château de Gisors, notamment, hein. Donc, c'est pas comme ça ne, comment on appelle ça pas, ça ne heurte pas la conscience logique qu'il y ait un souterrain qui parte d'un château pour aller ailleurs. Et puis en plus, voilà, en plus la cure d'un abbé, c'est pas des révolutionnaires. Donc c'était bien vu finalement. C'est logique, on reste dans une certaine logique. Voilà. Et Bon, oui, un contexte politique aussi qui a beaucoup quand même marqué l'époque. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment aussi, oui. intéressant. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir invité, hein, c'était Bah, sympa. merci Jacques, c'était un grand plaisir. D'ailleurs, J'en ai pas beaucoup, hein, je n'ai pas beaucoup plus des informations comme ça encore à donner. J'aimerais bien en avoir encore un petit peu ouais, je plus, comprends. Bah oui, 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 moi mais aussi. je crois qu'il va falloir que là, je crois que je vais y arrêter là. Bah, en tout cas, on rappelle quand même que tu as écrit eh bien, ton livre Le Monde du Tarot, hein, dont on a fait une émission aussi tout récemment. Je vous invite à aller revoir ou voir, découvrir cette émission hein, où Jacques donc parle de sa passion pour le tarot de Marseille et aussi donc bien entendu avec Chris Darkis, superbe émission sur l'Arc de Roseline. Ce bouquin que tu as coécrit avec elle. Je mettrai tout ça en lien dans la description, comme d'habitude, chers auditeurs. Bah Jacques, écoute, on te fait de gros bisous hein, au nom des auditeurs et moi-même, et on te revoit quand tu veux. Tu es le bienvenu. Moi, je vais dire au revoir aux auditeurs comme d'habitude. Passez une bonne semaine. D'ici là, abonnez-vous, partagez, faites connaître les Sentiers du Réel autour de vous. Il y a aussi des liens pour faire des dons si vous voulez que la chaîne persiste et subsiste dans le temps, hein, parce que ça devient un peu compliqué. Et voilà. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.